Bien, vous avez réussi le casse du siècle, mais quelles ont été vos motivations profondes? Je n'ai pas de motivation familiale ou idéologique qui m'oblige à vivre immobile. Et puis, j'ai toujours cherché des trésors. À 12 ans déjà, je commençais à penser à celui-là, de trésor. C'est tout. Bien. Albert, vous avez soulagé, entre guillemets, la Société Générale de près de 5 milliards. Tout s'est bien passé, l'évasion. Vous êtes tout de même en cavale. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu veux dire mes projets? Oui, c'est ça. Mais soit dire ou soit ne pas dire? Les deux, si possible. Oui, bon. Soit dire, ma foi, continuer à fumer des Havanes, boire du Dom Pérignon, avec les plus belles filles du monde, dans les plus beaux coins du monde. Et puis de voyager les plus beaux coins du monde, voilà, mes projets immédiats. Un autre, à court terme peut-être, les assises, j'aimerais passer aux assises. Si je trouve une demi-douzaine d'avocats assez enragés, assez fous, pour prendre le contre-pied de la justice. Si vous l'avez remarqué, les avocats jouent le jeu de la justice. Ils marchent avec la loi, exactement comme les procureurs. Si j'en trouve 6 d'accord pour aller contre la loi, j'accepte de passer en justice. Et si entre-temps vous se faisiez prendre? J'essaierai de ne pas me faire prendre. À me faire prendre, je préfère que ce soit au 24e étage d'une tour. Finir bien. Comme un parachutiste. Comme un parachutiste. Albert Spaggiari est connu pour avoir été le cerveau autoproclamé du casse du siècle survenu à la Société Générale de Nice en juillet 1976. Albert Romain Spaggiari voit le jour en 1932 au sein d'une famille franco-italienne. Il n'a que 3 ans lorsque son père disparaît. Sa mère refait sa vie ailleurs dans le Var, où elle tient une boutique de lingerie. C'est là qu'Albert grandit, scolarisé à l'institution Sainte-Marie de la Seine-sur-Mer. À 16 ans, il fugue. Son but, rencontrer le célèbre bandit sicilien Salvatore Giuliano. Sur la route, il croise des figures hautes en couleur, des marginaux qui éveillent en lui une fascination grandissante pour l'univers hors la loi. En 1950, à tout juste 17 ans, il s'engage chez les parachutistes. Direction l'Indochine française, au sein du 3e bataillon de parachutistes coloniaux. Il y est blessé à 2 reprises et reçoit une décoration. C'est là-bas, en 1953, que commence réellement sa trajectoire de voyou. Le 31 janvier, avec un complice, il braque la caisse de Milk Bar, un bordel d'Hanoï. Les tenanciers auraient selon lui manqué de respect à des camarades parachutistes. Il est vite reconnu, puis arrêté. Le 17 août 1954, la sentence tombe. 5 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour en Indochine. Quelques mois plus tard, il est transféré à la prison des Baumettes à Marseille. En détention, il apprend la chaudronnerie et la soudure. En 1957, grâce à 2 remises de peine, il retrouve la liberté. Il retourne à Hyères, où il rencontre Audie, une infirmière qu'il épouse civilement le 27 janvier 1959. Un travail l'attend à Dakar, au Sénégal, chez Fiche & Bosch, une entreprise spécialisée dans les coffres-forts. D'après lui, il fabrique des meubles métalliques et ouvre parfois des coffres pour des clients ayant égaré leurs clés. En mars 1960, il revient en France avec son épouse. L'année suivante, il affirme avoir été missionné pour assassiner le général de Gaulle, mais l'ordre est annulé au dernier moment, une déception qu'il qualifiera plus tard comme la plus grande de sa vie. Son nouveau combat se tourne alors vers l'OAS. Le 27 février 1962, il est arrêté à Villefranche-sur-Mer, dans une imprimerie clandestine où sont produits des tracts pour le mouvement. Tandis que ses compagnons écopent de peine avec sursis, lui prend 4 ans ferme. Des armes et des munitions sont retrouvées à son domicile. Il retourne une nouvelle fois aux Baumettes. À sa sortie en 1965, il s'installe dans l'arrière-pays niçois à Bézaudun-les-Alpes. Il commence alors à militer dans les cercles nationalistes. En 1968, il ouvre un magasin de photographie dans le quartier Ferber à Nice. Il travaille notamment avec la mairie pour des mariages, ce qui lui vaut quelques contacts parmi les élus locaux. Puis vient le moment qui fera de lui une légende, le fameux casse de Nice. À première vue, Albert Spaggiari mène une vie paisible. Il travaille comme photographe à la mairie de Nice, depuis son petit studio situé au 56 boulevard René Cassin. En dehors de la ville, il vit à l'écart du monde dans une bergerie isolée, perchée sur les hauteurs niçoises, non loin du village de Bézaudun-les-Alpes, sur les flancs du Mont Chéran.
Mais derrière cette façade tranquille, Albert commence à s'ennuyer. Trop de routine, pas assez de feu. Il rêve d'un coup d'éclat. Et c'est là que germe une idée folle, inspirée par les romans policiers qu'il dévore. L'un d'eux, tous à l'égout de Robert Pollock, le marque tout particulièrement. Il y est question d'un braquage où les malfaiteurs passent par les égouts pour s'introduire dans une banque. Et soudain, la fiction commence à faire écho à la réalité. Un jour, un ami à lui, conseiller municipal et employé à la Société Générale, lui glisse une information capitale. L'agence, située avenue Jean Médecin à Nice, n'a pas de système d'alarme dans sa salle des coffres. Les murs en béton épais d'1,80 m sont censés suffire à décourager quiconque. Mais pour Spaggiari, c'est tout le contraire. Cette faille lui donne des idées. Il se met alors à rêver grand. Et ce rêve prend forme peu à peu. Il imagine un accès par les égouts à l'image du roman. 2 ans avant le casse, il loue un coffre à la Société Générale. À l'intérieur, il place un simple réveil qu'il règle pour sonner en pleine nuit. Ce test lui permet de vérifier que la salle des coffres n'est équipée d'aucun système de détection acoustique ou sismique. Le réveil sonne dans le vide, sans déclencher la moindre alarme. En parallèle, Albert explore les entrailles de Nice. Il commence à arpenter les égouts en entrant par une bouche située sous le palais des Expositions, là où débute la section couverte du fleuve Paillon. Ce réseau souterrain mène après 2 km jusqu'aux égouts de la ville. Nuit après nuit, il repère les lieux, mesure les distances, trace son plan. Il identifie l'endroit précis où percer, juste sous une plaque d'égout, à l'angle des rues Gustave Delot et l'Hôtel des Postes. De là, il sera possible de creuser un tunnel menant directement à l'intérieur de la salle des coffres. Convaincu de la faisabilité du projet, Spaggiari passe à l'étape suivante, monter une équipe. Il entre en contact avec 2 figures du banditisme, Alain Bournat et Francis Pellegrin. Leur mission, recruter des spécialistes dans le milieu marseillais, alors dominé par un certain Tani Zampa. Le décor est planté, l'opération peut commencer. Les travaux commencent dans le plus grand secret. Le premier coup de burin est donné le 7 mai 1976. Dès lors, pendant près de 3 mois, une quinzaine d'hommes, probablement des professionnels du terrassement, se relaient chaque nuit dans les égouts de Nice. Leur point d'entrée, la partie couverte du fleuve Paillon. De là, ils s'enfoncent dans un dédale humide et obscur, parcourant jusqu'à 3 km à pied, chargés de 50 kg d'équipement chacun. Forêt, burin, masse, et même une lance thermique, pour venir à bout du béton. Ils avancent dans un sol mêlant terre, pudding et roche. À la force des bras, ils creusent un tunnel de 8 mètres de long, qui doit déboucher directement dans la salle des coffres. La dernière étape, percer un mur de béton de 1,80 m d'épaisseur, un mur censé être infranchissable. Tout est fait à la main, pas question de faire du bruit, pas question d'éveiller les soupçons. Le travail est harassant. Parfois, il leur faut des nuits entières pour entamer une seule pierre. Mais peu à peu, le tunnel prend forme. Il est étayé avec soin, éclairé, ventilé et même recouvert d'une moquette pour étouffer les bruits de pas et offrir un minimum de confort dans ce boyau souterrain devenu leur chantier clandestin. Le 9 juillet 1976, alors que le tunnel touche bientôt à sa fin, un imprévu majeur vient bousculer leurs plans. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, est en visite à Nice. La ville est quadrillée par un important dispositif policier. Spaggiari, prudent, ordonne l'interruption des travaux. Nous sommes à 1 semaine à peine du jour J, et l'ombre d'un contrôle présidentiel dans les égouts plane désormais au-dessus de l'opération. Lorsque les travaux touchent à leur fin, Albert fixe la date de l'assaut final. Ce sera le week-end du 17 au 18 juillet 1976. L'électricité est installée dans le tunnel et les derniers équipements sont descendus dans la galerie. Chalumeaux industriels, bouteilles d'acétylène, baramine, vérin hydraulique, tout est prêt pour ouvrir les coffres. Le vendredi 16 juillet à 21h30, le dernier morceau de mur cède. La salle des coffres est enfin accessible. À peine entrés, les hommes utilisent le vérin pour renverser un coffre métallique appuyé contre le mur fraîchement percé. Ils sont 13, enfermés tout le week-end dans les entrailles de la banque. En 2 jours et 3 nuits, ils ouvrent 371 coffres sur les 4000 que coûte l'agence. Bien moins que prévu. Certains résistent trop longtemps aux outils, même aux chalumeaux. Mais ils ne repartent pas les mains vides.
la réserve contenant lingots d'or, devises étrangères et liquidités destinées aux distributeurs automatiques et dévalisés. Le butin s'élève alors à 50 millions de francs, l'équivalent d'environ 40 millions d'euros aujourd'hui. Le samedi soir, Spaggiari quitte même ses complices pour aller dîner en ville avec une amie, laissant ses hommes poursuivre le travail seul. Il revient plus tard dans la nuit apportant du vin et du pâté pour célébrer ce qu'il considère déjà comme une victoire. Dans les coffres, il trouve aussi quelques surprises insolites. Des photos dénudées de personnalités locales qu'il s'amuse à afficher sur les murs de la salle comme des trophées ironiques. Mais la météo vient jouer les troubles fêtes. Il pleut ce week-end à Nice et l'eau monte dangereusement dans les égouts. Le risque de se retrouver piégé devient bien réel. Spaggiari, prudent, ordonne l'évacuation dans la nuit du dimanche 18 juillet vers 2 heures du matin. Il confiera plus tard avoir regretté de ne pas avoir eu 3 heures de plus, comme un goût inachevé. Avant de quitter les lieux, l'équipe efface soigneusement toute trace, et sur un mur, un message est inscrit à la craie, repassé par chacun pour brouiller toute analyse d'écriture. Sans armes, ni haine, ni violence. Une signature qui déroute la police. Ce n'est pas le style habituel du grand banditisme. Mais selon l'un des braqueurs, surnommé Amigo, cette phrase n'avait rien d'idéologique. C'était juste un clin d'œil, sans arrière-pensée. Il faut encore plusieurs allers-retours, près de 3 heures de trajet pour sortir le butin. Dans certains passages, l'eau leur monte jusqu'au cou. À la surface, un complice les attend au volant d'un 4x4 Land Rover, garé discrètement sur les berges du Paillon. Le véhicule est chargé puis file vers l'arrière-pays niçois. Ce 19 juillet, au petit matin, les voleurs se partagent les 50 millions dans une villa isolée. Et pendant que les premiers employés de banque découvrent l'impensable, Albert Spaggiari, lui, dort paisiblement chez sa compagne, Emilia, qui l'a discrètement hébergée. Des années après le casse, une ombre s'invite dans la légende. Et si Albert Spaggiari n'avait jamais été le véritable cerveau du hold-up? Cette idée, longtemps chuchotée, finit par s'afficher noir sur blanc. En 2007, Thierry Colombier, spécialisé du crime organisé et de la French Connection, l'affirme dans son ouvrage « Beau voyou ». 3 ans plus tard, en 2010, un homme du milieu marseillais, Jacques Cassandry, alias Amigo, enfonce le clou. Dans son livre « La vérité sur le casse de Nice », il revendique la paternité de l'opération. Spaggiari, selon lui, n'aurait été qu'un prête-nom, un homme de façade, idéal pour endosser le mythe. On savait qu'il ne nous balancerait pas, Eric Cassandry. Il avait un sens de l'honneur presque chevaleresque. Et puis il ne pouvait pas dire la vérité. Il aurait perdu ce statut de vedette que le casse lui avait offert. Ces révélations déclenchent une nouvelle enquête. Le juge marseillais, Charles Duchesne, se penche sur le dossier. Les soupçons se déplacent alors, non plus sur le casse lui-même, mais sur l'argent qu'il aurait pu générer et faire fructifier dans l'ombre. En février 2018, Cassandry est à la barre. Il revient sur ses propos, en reculant. « Je vais passer pour un rigolo, lâche-t-il. Mais c'est juste un roman. Je n'ai jamais participé au casse de la Société Générale. » Trop tard. Il est poursuivi, non pas pour le braquage en lui-même, mais pour le blanchiment de l'argent qui pourrait en provenir. Un délit, lui, non prescrit. L'enquête financière est accablante. Biens immobiliers en Corse et en Savoie, commerce, bijoux, visons, lingots d'or. Une fortune sans commune mesure avec les revenus déclarés par Cassandry et sa famille. Pour le juge d'instruction, cela ne fait aucun doute. Le pactole vient du casse du siècle. Mais au tribunal, le procureur se montre plus réservé. Je n'ai pas les éléments pour relier formellement les sommes retrouvées au produit du vol, admet-il. Jacques Cassandry meurt en janvier 2002, emporté par le Covid-19. Il emporte avec lui ce que certains appellent la vérité. Pour d'autres, ce n'était qu'un imposteur de plus, fasciné par un mythe qu'il rêvait d'habiter. La légende, elle, reste intacte, et Spaggiari continue, aux yeux du public, de régner sur ce casse devenu légendaire. Au lendemain du casse, le silence est total. La police patauge, sans piste, sans empreinte, face à un message insolent tracé à la craie blanche sur un mur de béton, sans armes ni haine ni violence. Trop propre, trop doux pour être vrai. Ce casse ne ressemble en rien aux méthodes du milieu traditionnel. Les enquêteurs sont déstabilisés. Pendant ce temps, Spaggiari s'éloigne. D'abord les États-Unis, une cavale discrète mais fébrile.
Il rêve de gloire, trépigne de reconnaissance, et c'est à Washington qu'il commet sa première erreur. En quête d'un rôle à sa mesure, il se présente à la CIA sous le pseudonyme de Bert. Il leur propose ses services, suggère qu'il peut forcer des ambassades et glisse qu'il est l'homme derrière le casse du siècle. La CIA ne meurt pas. Elle envoie un téléx à la police française. Le masque commence à se fissurer. La police recoupe. Elle se souvient d'un indique qui, des semaines plus tôt, avait prévenu qu'une équipe préparait un gros coup dans la région. Appelant du Var, la gendarmerie avait effectivement repéré des individus suspects, sans pouvoir agir. Parmi eux, Daniel Michelucci et Gérard Vigier, figures du grand banditisme marseillais. Ils avaient été arrêtés à Nice peu avant le casse, alors qu'ils chargeaient un coffre de voiture rempli de masse et de burin, les mêmes outils retrouvés plus tard dans les égouts. Une perquisition est menée dans une villa à Castagnier, où l'on découvre des armes et des bottes couvertes de terre. L'analyse est formelle, il s'agit de la même terre que celle des boyaux du Paillon. Le quartier général du casse vient d'être mis à jour. Les taux se resserrent. Un peu plus tard, deux complices, Francis Pellegrin et Alain Bournat, sont pris la main dans le sac, alors qu'ils tentent de revendre des lingots numérotés dans une agence bancaire de Roquefort-les-Pins. Pressé, ils craquent. Ils balancent un nom, Albert Spaggiari. La police hésite. Spaggiari ? Ce photographe de province sans casier. Il n'a pas le profil du meneur. Peut-on croire qu'il ait orchestré un casse aussi méthodique en dirigeant des caïds venus de Marseille ? Le doute subsiste encore aujourd'hui. À ce moment-là, Spaggiari ne sait pas qu'il a été dénoncé. Il est au Japon, envoyé officiel de la ville de Nice, pour un voyage culturel organisé par le maire Jacques Médecin. Lorsqu'il atterrit à l'aéroport de Nice le 27 octobre 1976, les menottes l'attendent. Il est immédiatement incarcéré. La perquisition de sa bergerie à Bézaudun-les-Alpes est édifiante. Sous un tas de fumier dans le poulailler, un détecteur de métaux révèle un arsenal de guerre. Fusils, mitrailleurs, grenades, explosifs, munitions, détonateurs, et 6 millions de lire. Spaggiari nie, puis hésite, puis demande à parler à un haut responsable. Ce sera Honoré Gévaudan, directeur adjoint de la PJ. Le policier s'est joué sur la corde sensible. Il évoque l'humiliation infligée au gouvernement, les conséquences pour le ministre de l'Intérieur, et surtout le danger d'une victoire de la gauche aux prochaines élections. Spaggiari, farouchement anticommuniste, cède. Il avoue, il raconte tout, ou presque. Car fidèle à son code d'honneur, il tait les noms de tous ses complices. Pour sa défense, il choisit un avocat à son image, Jacques Perrat, membre du Front National, futur maire de Nice. Spaggiari clame alors que le casse n'était pas qu'un coup de génie, mais un acte politique. Il voulait, dit-il, financer la Catena, une organisation secrète d'extrême droite italienne destinée à contrer les attaques de la gauche révolutionnaire. Mais dans les faits, la Catena ne verra jamais le jour, et Spaggiari, de héros clandestin, glisse lentement vers le rôle d'un homme en quête de légende. Cela faisait 5 mois qu'Albert Spaggiari croupissait derrière les murs gris de la prison de Nice. Le photographe devenu bandit songeait déjà à sa prochaine image, celle d'un homme libre. Il confie un jour à son avocat, maître Jacques Perrat, son intention de s'évader. Perrat tente de le dissuader, mais il comprend vite que rien ne fera fléchir la détermination de son client. Dans l'ombre, 2 anciens frères d'armes, Robert Desroches et Michel Bruzeau, vétérans d'Indochine et de l'OAS, partagent un vieux pacte avec Spaggiari. Ils choisissent la voie la plus audacieuse, mais aussi la moins risquée, intervenir non pas à la prison, mais au palais de justice, là où les surveillances sont plus laxistes. Un plan est esquissé. Desroches fait passer un croquis derrière les murs de la prison. Un homme s'élançant par la fenêtre du bureau du juge, agrippé à une gouttière. Simple, spectaculaire. Le 10 mars 77, l'heure arrive. Il est 15 heures. Spaggiari est conduit, menottes au poignet, dans le bureau du juge d'instruction, Richard Bouazis. L'atmosphère est tendue. Maître Perrat est là, tout comme le juge. Spaggiari demande soudain un huis clos. Il prétend vouloir livrer des informations sensibles sur des figures politiques locales. Le juge, intrigué, ordonne à l'escorte de sortir. Albert sort alors 3 feuilles froissées de sa veste, des gribouillis soi-disant des plans, menant au tunnel des coffres. Bouazis les observe, perplexe. Spaggiari se lève, s'approche lentement de la fenêtre,
comme pour mieux commenter ses dessins. Puis, sans prévenir, bondit. Il y paraît d'un seul mouvement par la fenêtre du 2e étage, atterrit sur la corniche de la porte cochère, puis rebondit sur le toit d'une Renault 6, stationnée en contrebas. Un complice l'attend sur une moto, et en une poignée de secondes, Albert Spaggiari vient de s'évanouir dans la ville. Beau joueur, il enverra plus tard un mandat de 5000 francs au propriétaire de la voiture cabossée, signé d'un pseudonyme, Albert Mandrino. La moto file à toute allure dans les rues de Nice, traverse la place Masséna et s'engouffre dans un parking souterrain. Là, Spaggiari grimpe dans le coffre d'une voiture qui le mène vers une cachette discrète, un appartement bourgeois du parc Vigier près du port. Il y retrouve ses compagnons de fuite. La cavale commence. Paris est la prochaine étape. Très vite, Albert Spaggiari devient le premier voleur star de l'ère moderne. Un bandit médiatique, fascinant et insaisissable. Il incarne une sorte d'élégance rebelle, un mélange de panache et de provocation. Il intrigue, il séduit, mais il dérange aussi. Certains journaux de gauche murmurent qu'il a été aidé par des amis politiques. Le nom de Jacques Médecin, maire de Nice et ancien militant de l'OAS, est cité. Robert Desroches balaie ces rumeurs d'un revers de main, mais le mal est fait. Ces insinuations pèseront sur la campagne municipale de Médecin au second tour. Des années plus tard, en 1995, l'affaire rebondit. Jacques Perrat, devenu lui-même maire de Nice, affirme que le mystérieux motard n'est autre que Christian Estrosi, ancien champion de moto et futur ministre. L'accusation est spectaculaire, mais Motojournal rétablit les faits. Ce jour-là, Estrosi courait aux étés du Grand Prix de Daytona, à des milliers de kilomètres de là. Spaggiari, lui, savourait sa liberté. Le voleur de banque venait d'entrer dans la légende par la grande porte, ou plutôt, par la fenêtre. Quand il saute par la fenêtre du palais de justice, Albert Spaggiari ne fuit pas seulement une cellule, il s'élance vers une autre vie. Une vie sans attache, sans identité fixe, mais avec un goût tenace de liberté. Commence alors une cavale de 12 années, longue, mouvementée, presque romanesque, à l'image du personnage. Sous une fausse identité, Romain Clément, il sillonne le monde. Le Brésil et l'Argentine deviennent ses terres d'exil. Il s'y sent bien, s'y installe, achète une grande propriété, s'y fait des amis. Il se passionne pour la culture argentine, pour ses vastes paysages, ses silences et ses secrets. Mais même loin, il n'est jamais tranquille. Spaggiari vit avec le poids d'être traqué. Paranoïaque ou simplement prudent, il va jusqu'à subir une opération de chirurgie esthétique, confiée à l'un des plus célèbres bistouris d'Amérique latine, celui du docteur Ivo Pitangui. Et lorsqu'en 1981, hospitalisé à Rome pour un cancer du rein, il se réveille d'une anesthésie, il prend peur. A-t-il parlé pendant l'opération? Dans le doute, il s'envole aussitôt pour la Bolivie. Son existence devient une valse de cachette. Il se glisse en Espagne, s'infiltre au Chili, vit dans un chalet isolé du nord de l'Italie. Il revient même régulièrement en France, en toute discrétion. À Paris, il est hébergé par une admiratrice italienne, devenue son épouse. Ils vivent un temps dans la Tour France, à Puteaux, en banlieue parisienne. Toujours sous couverture, toujours sur le fil. Mais l'homme s'ennuie. L'aventure, le risque, la gloire lui manquent. Il s'essaie alors à la littérature. Depuis sa retraite argentine, il écrit Les égouts du paradis, récit flamboyant du casse du siècle. Il se plaît à jouer avec les nerfs de la police et avec la presse. Il envoie des photos de lui en Père Noël, ou dans des poses absurdes depuis ses planques. Les journaux en raffolent, les Français s'amusent, la police fulmine. Albert Spaggiari cultive son mythe. Il entretient l'image du gentleman cambrioleur, du voleur poète, de l'insaisissable. En 1983, depuis une planque madrilène, il accorde une interview filmée dans laquelle il déroule les conditions du célèbre cambriolage du gang des égoutiers. Il se montre volubile, charmeur, provocateur. Plus tard, à l'occasion de la publication de son dernier livre, Le journal d'une truffe, il accorde une interview au Figaro Magazine, ce qui provoque l'ire du communiste Roland Leroy envers Jean d'Ormesson, puis une autre à Bernard Pivot dans Apostrophe, filmée à Milan. L'image de Spaggiari se fige peu à peu dans une légende mi-lumineuse, mi-sulfureuse. L'homme en fuite est devenu une figure de roman. Il a échappé au barreau, mais jamais à son besoin d'exister aux yeux du monde. La cavale devenait alors plus qu'une fuite, un spectacle. Le 23 octobre 1979, dans une salle d'audience tendue, Albert Spaggiari brille une fois encore par son absence. Cela fait maintenant plus de 2 ans qu'il s'est évaporé dans la nature, qu'il joue avec les nerfs de la justice,
qu'il envoie de loin des éclats de son insolence. Ce jour-là, la justice française le condamne par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. Un verdict sans surprise, mais vide de sa cible. Sur le banc des accusés, 5 hommes. Pas de grandes déclarations, pas de panache, pas de fuite spectaculaire cette fois. Juste des visages fermés de Francis Pellegrin, Alain Bournat, Jean-Claude Poggi, Daniel Michelucci et Gérard Vigier, tous issus du dur noyau du milieu marseillais. À l'issue du procès, chacun écope de 8 années de prison. Le mythe, lui, n'est pas là pour écouter la sentence. Il est ailleurs insaisissable, presque irréel. Avec le temps, les pièces du puzzle se réorganisent. On commence à mieux cerner les rôles. Michelucci et Vigier, les hommes de terrain, auraient été les véritables chefs d'orchestre. Poggi, le trait d'union entre Nice et le milieu marseillais, l'intermédiaire discret. Quant à Pellegrin et Bournat, ils n'étaient peut-être que les yeux dans la nuit, des guetteurs postés, des silhouettes dans l'ombre. Mais le casse, ce chef-d'œuvre d'audace et de minutie, reste une œuvre collective, dont certains auteurs n'ont jamais été retrouvés. Des fantômes circulent encore dans les égouts de la légende. Et Spaggiari, même absent, reste celui qu'on le regarde. Le procès s'est déroulé sans lui, mais c'est lui qui en a écrit la mise en scène. En l'an 2000, la levée partielle du voile sur certains secrets d'État éclaire d'un jour nouveau la vie d'Albert Spaggiari. Des documents déclassifiés de la CIA rendus publics par la National Security Archive révèlent des connexions insoupçonnées entre le célèbre braqueur et le régime militaire chilien d'Augusto Pinochet. Parmi les pièces les plus troublantes, le nom de Michael Townley, agent de la redoutable DINA, la police secrète chilienne. Townley, tristement célèbre pour avoir orchestré l'assassinat à Washington en 1976 de l'ancien ministre d'Allende, Orlando Letelier, ainsi que celui du général Carlos Prats à Buenos Aires, figure comme un lien direct entre Spaggiari et la junte. Ces complicités inattendues, à la fois avec le régime chilien et celui d'Argentine, jettent une lumière nouvelle sur les longs voyages du braqueur en Amérique du Sud. Elle explique peut-être pourquoi il a pu s'y mouvoir avec une telle aisance, bénéficiant d'une protection bien plus profonde que ce que l'on aurait pu imaginer. Albert Spaggiari, autrefois célèbre pour ses exploits et ses fanfaronnades, voit son image ternie avec le temps. Ruiné, il s'essouffle dans ses dernières apparitions médiatiques, qui deviennent de plus en plus pathétiques aux yeux de la presse, lassée. Le 9 juin 1989, à l'âge de 56 ans, Spaggiari s'éteint d'un cancer de la gorge, exilé dans une ferme isolée à Belluno, en Italie, après 12 années passées à se cacher sous des déguisements et à fuir la justice. Sa compagne Emilia transporte discrètement son corps en camping-car, franchissant sans éveiller de soupçons les douanes, jusqu'à hier où elle le dépose chez sa mère le 14 juin. Il repose désormais dans son village natal à Laragne, Montéglin, marquant la fin d'une ville tourmentée et mystérieuse.